France Culture, Avoir raison avec Maria Montessori, par Louise Touret. Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement et d'exerciter sa spontanéité. Alors je prépare un milieu où il puisse vivre comme dans une maison. Avoir raison avec Maria Montessori, épisode 1, une grande vision. Pourquoi Maria Montessori, femme médecin née au XIXe siècle, s'est-elle intéressée à l'enfance et à la pédagogie ? Comment s'est-elle formée intellectuellement ? Comment a-t-elle transformé ses premiers projets d'école dans un quartier pauvre de Rome en l'ambition d'essaimer ses méthodes pédagogiques à travers le monde ? Dans ce premier épisode, nous nous intéresserons au voyage de Maria Montessori, à la manière dont elle a traversé la période fasciste italienne et la Deuxième Guerre mondiale, et aussi à son ardente défense de l'éducation à la paix. Bonjour Martine Gilsoul. Bonjour Louise. Maria Montessori est née en 1870. Elle a grandi à Rome dans un milieu bourgeois et conservateur, mais aussi moderne, puisqu'elle mène avec beaucoup de détermination des études de médecine interdites aux femmes. Qu'est-ce qui explique une telle ambition ? Je pense que la clé pour comprendre cette détermination, c'est cette année, c'est l'année de sa naissance, 1870. C'est l'année où l'unité d'Italie s'achève et l'Italie est donc un nouveau pays, mais une société en effervescence, en ébullition, qui a pas mal de retard dans de nombreux domaines, donc le domaine de la santé, de l'éducation. Et donc Maria Montessori naît dans cette famille, surtout sa mère, qui était une mère très moderne, très cultivée, mais autodidacte, qui n'a pas pu étudier, et donc qui a vraiment poussé Maria Montessori à nourrir une ambition et à se donner les moyens de pouvoir, elle aussi, changer la société. Parce que dès toute petite, Maria Montessori est convaincue qu'elle est habitée par une mission. Et sa mission, elle va la découvrir au fur et à mesure de sa vie, mais ce sera vraiment de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir améliorer la société et surtout les personnes les plus fragiles de la société de l'époque, qui sont les femmes et les enfants. Martine Gilsoul, vous êtes professeure des écoles, vous avez un master en sciences de l'éducation à l'université de Liège, vous avez travaillé en zone d'éducation prioritaire en Belgique, vous êtes formée ensuite à la pédagogie Montessori à Rome, vous y vivez depuis 20 ans, vous avez dirigé une crèche Montessori pour la Banque d'Italie et vous accompagnez des enseignants dans leur transformation vers les méthodes Montessori. Si vous êtes notre invitée, c'est surtout parce que vous avez écrit une biographie, Maria Montessori, une vie au service de l'enfant, chez Desclés de Brouwer, qui est extrêmement intéressante, coécrite avec Charlotte Poussin. Vous avez également publié pas mal d'ouvrages en italien, mais ceux-là, je dois vous dire que je ne les ai pas lus. Alors, Maria Montessori commence à travailler auprès d'enfants déficients, puis elle va fonder une école dans le quartier populaire de San Lorenzo, à Rome. Et très peu de temps après, en fait, quelques années, elle publie un manuel de pédagogie. C'est très rapide, en fait. Oui, je pense qu'il faut revenir un peu à cette expérience avec les enfants qu'on appelait à l'époque les enfants déficients, parce que c'est là en fait la clé, c'est là que naît, on va dire, la vocation pour l'éducation qui a habité Maria Montessori pendant toute sa vie, parce que c'est en tant que médecin qu'elle s'occupe, qu'elle s'approche de ses enfants, parce qu'elle voit dans quelles conditions terribles ils sont enfermés dans les asiles psychiatriques avec les adultes, et elle comprend que leur problème n'est pas tellement d'ordre médical, mais d'ordre pédagogique. Et donc, elle va vraiment elle va donc enrichir, on va dire, l'éducation de l'époque avec sa formation de médecin. Et elle insistera souvent pour dire, moi, je ne suis pas une pédagogue, mais je suis une femme, je suis une scientifique. Et donc, cette démarche, ces 2 ans, finalement, c'est très court, son expérience avec les enfants déficients. Ça va vraiment la bouleverser parce qu'elle va se rendre compte que tous les enfants peuvent être éduqués si on trouve la manière de soutenir leur développement. Et donc, elle va s'inspirer des médecins français Itard et Seguin pour travailler avec ces enfants romains. Et ça va tellement bien se passer qu'il y a des enfants qui vont dépasser les enfants normaux, entre guillemets, aux examens de fin d'école primaire. Et pour Maria Montessori, c'est vraiment la clé, c'est la question. Mais comment se fait-il que ces enfants normaux n'ont pas de meilleurs résultats ? Et donc, elle se rend compte que le problème, c'est vraiment l'école. Parce que pour elle, l'école devrait
aider l'enfant et non pas juger l'enfant. Et donc, il y a quand même 7 ans qui séparent ces expériences avec les enfants déficients et la première expérience de San Lorenzo. Et si Maria Montessori accepte cette proposition, parce que San Lorenzo, il faut peut-être le rappeler, à l'époque, c'est vraiment, elle l'appelle le dépotoir d'Italie. Elle dit que ce quartier est la honte de tout le pays, parce que il y a une promiscuité, une délinquance, des meurtres, de la prostitution, et donc les enfants qui naissent au milieu dans ce quartier voient des choses qui ne sont vraiment pas belles. Et elle se rend compte de l'importance donc d'aider ses enfants, mais pour elle, cette expérience, c'est surtout la manière de pouvoir poursuivre sa recherche. Et donc elle transforme ce qui deviendra une école en un laboratoire de psychologie. Et pour faire cela, elle s'inspire d'autres grands scientifiques comme Fabre. Je pense que le génie de Maria Montessori, c'est d'avoir pu prendre un peu dans toutes les branches du savoir et d'avoir pu appliquer d'autres connaissances au développement de l'éducation au service des enfants. Et en fait, ce qui est très important, c'est que à San Lorenzo, Maria Montessori dit « ma méthode n'existe pas ». Et donc, ça n'a rien à voir avec les écoles Montessori qu'on connaît maintenant, bien entendu. Ce qui est intéressant avec Maria Montessori, c'est que elle a des influences scientifiques et on peut tout à fait y revenir. Mais en fait, sa méthode, elle se fonde, et c'est ce qu'elle dit, sur l'observation de l'enfant. Maria Montessori, elle veut avoir raison avec les enfants. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est là aussi un peu la formation qu'elle a eue grâce à ses études de médecine, parce qu'elle dit, mais moi, je n'ai rien inventé. Ce sont les enfants qui m'ont fait des révélations. Et ce qu'elle dit, j'ai juste... À San Lorenzo, on leur a donné un milieu qui était quand même très réduit, des petites chaises, des tables, et il y avait très peu de matériel. Et le libre choix qui maintenant fait vraiment la distinction des écoles Montessori, donc le libre choix de l'activité, à l'époque n'existait pas. Ce sont les enfants qui vont révéler leurs besoins à Maria Montessori. Vous pouvez donner un exemple de la manière dont Montessori observe les enfants et de ce qu'elle en retire comme réflexion? Alors, il y aurait beaucoup d'exemples. Je vais peut-être revenir sur ce libre choix, non? Donc, d'habitude, toutes les activités étaient fermées à clé dans une grande armoire et c'était l'enseignante qui, le matin, donnait à chaque enfant son activité. Un jour, l'enseignante arrive en retard. Les enfants vont chercher la clé chez le concierge, ils rentrent dans la classe, l'armoire est ouverte et donc chaque enfant choisit son activité. L'institutrice arrive et pour elle, elle voit là que ces enfants sont des graines de voleurs. Elle dit, bon, enfin, ils ont pris le matériel sans me demander. Et en fait, Maria Montessori, qui était là, parce qu'elle n'était pas tout le temps là, parce qu'elle était occupée à l'université, elle dit, non, ça c'est très important. Les enfants sont en train de nous montrer que quand ils choisissent eux-mêmes leur activité, ils sont plus intéressés et donc ils se concentrent mieux. Un autre exemple, ça pourrait être que, en fait, le matériel que maintenant nous connaissons sous le nom de Montessori, à l'époque, au début, était très différent. Et en fait, elle va vraiment voir le matériel, les activités qui sont choisies par les enfants, leur manière de travailler, si certaines activités aide les enfants à mieux se concentrer, elle va les garder. Ou bien si les enfants parfois détournent une activité, elle va s'inspirer de la manière d'utiliser ces activités par les enfants pour transformer son matériel. Alors, Martine Gilsoul, Charlotte Poussin a participé à cette biographie de Maria Montessori. C'est une spécialiste de la pédagogie Montessori. Elle a écrit de nombreux ouvrages à l'attention des enseignants et puis aussi un que sais-je, très utile, la pédagogie Montessori. Je lui ai demandé quelles étaient les principales influences intellectuelles de Maria Montessori. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas énormément parlé des personnes qui l'ont inspirée, mais il est certain que elle était une fan de deux pédagogues et médecins français, Itard et Séguin. Alors eux, pour le coup, elle les a beaucoup nommés. Elle les avait traduits, elle les avait en fait recopiés, enfin, elle les avait traduits en italien. Elles avaient en calligraphiant leurs textes, donc elles s'étaient vraiment imprégnées de leurs travaux. Et d'un point de vue philosophique, on a vraiment l'impression, et je pense que même si elle ne l'évoque pas, qu'elle s'était tout de même imbibée des pensées de Rousseau et puis de Bergson aussi, avec toute la réflexion sur
sur la synthèse entre des thèses et des antithèses qui se succèdent et un principe d'avancée de l'humanité qui avance vers le bien en faisant toujours une sorte de fusion, voilà, des inverses. Enfin, on sent qu'elle était quand même très imprégnée de cette vision humaniste tout de même de l'histoire. Ensuite, Montaigne aussi sans doute, et puis des pédagogues comme Froebel, comme Pereira, Bourneville, et puis on ne peut pas omettre de nommer Piaget, d'accord sans être d'accord. Peut-être que c'était plutôt lui qui était pas d'accord avec elle. Ce qui est certain, c'est qu'ils étaient tous les deux convaincus que l'enfant était le constructeur de sa propre intelligence et que ce n'était pas l'adulte qui construisait l'intelligence de l'enfant, mais que c'était bien l'environnement et l'enfant qui construisait son intelligence grâce à l'environnement dans lequel on le plaçait. Ensuite, ils avaient des désaccords sans doute du point de vue de l'utilisation du matériel, et puis la vision de Piaget est beaucoup plus par étapes, avec des grandes marches à franchir, à des âges que lui considérait plus tardifs en plus. Elle était tout de même persuadée que les apprentissages étaient plus précoces. Depuis, on sait qu'effectivement la notion du numéraire, par exemple, était pas tardive comme Piaget le pensait, mais que dès les premiers mois, l'enfant a une notion de nombre. Ça, maintenant, c'est vraiment prouvé. Donc, elle avait quand même une intuition très forte. Et puis, leur désaccord, c'était sur le matériel Montessori, enfin sur le matériel en fait. Lui, il pensait tout de même que elle en proposait trop, que c'était un peu encombrant, et elle pensait qu'effectivement c'était important qu'il soit présenté et qu'ensuite les enfants se tournaient vers ce matériel ou non. Martine Gilsoul, il y a aussi les féministes de son temps. Je dis pas ça uniquement parce que le féminisme revient souvent dans les débats actuels, mais parce que ça fait complètement partie de la biographie que vous avez publiée. Maria Montessori s'intéresse aux droits des femmes. Oui, parce que je pense qu'en premier lieu, elle-même a souffert en tant que femme. Enfin, elle a dû vraiment lutter pour pouvoir s'inscrire à l'université en tant que médecine. Dans son année, elle était la seule femme comme étudiante, et donc elle a vu combien c'était difficile, donc combien les femmes n'avaient pas tous les droits auxquels méritaient. Et puis elle se rend compte, mais en fait son engagement féministe, quand on regarde toute sa carrière, est très très court en fait. Mais elle se donne à fond dans cet engagement féministe. Ça commence très jeune, en fait, à peine diplômée de médecine. L'Italie l'envoie comme représentante au premier congrès international de femmes en Europe. Et elle a un grand succès parce c'est une très grande oratrice. Et tout de suite, ce qui est très frappant chez Maria Montessori, c'est qu'elle parle au nom de toutes les femmes. Même les femmes qui d'habitude n'ont pas voix au chapitre, non, comme les femmes plus pauvres, les prostituées, les femmes handicapées. Donc elle parle au nom de toutes les femmes, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais elle a toujours une vision très modérée en fait. Elle se situe toujours un peu au-dessus de la mêlée. Elle n'aime pas qu'on l'enferme dans les débats politiques, dans les partis. Je pense que Maria Montessori, c'est un peu ça la difficulté, c'est qu'elle ne rentre dans aucune case. Parce que c'est quelqu'un, on peut le dire, qui a une haute idée de sa personne et qui se voit aussi comme une personne à part. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose... Et peut-être qu'il fallait qu'elle ait cette force de caractère pour pouvoir faire tout ce qu'elle a fait, parce qu'en même temps, il y a cette figure... cette façade, on va dire peut-être mondaine, sociale, parce que toute seule, elle n'y serait jamais arrivée. Et en même temps, moi, j'ai voulu donner une grande place dans le livre à ses lettres, aux lettres qu'elle écrit à ses parents, à ses plus proches amis, parce qu'en fait, c'est une dame qui s'est sentie quand même très souvent toute seule pour prendre des grandes décisions. Et donc, nous, on voit cette méthode Montessori comme quelque chose d'abouti, mais en fait, ça a été un combat qu'elle a dû mener pendant des décennies avant d'avoir l'aide de son fils ou de très proches collaboratrices. Mais au début, il y avait 3 collaboratrices qui étaient avec elle. Et du coup, pour ouvrir une école à Milan, mais il fallait prendre quelqu'un de Rome. Et donc, c'était très précaire. Elle a vraiment été courageuse, en fait, parce que malgré toutes les difficultés qu'elle a dû rencontrer, elle est arrivée à faire ce que maintenant on connaît comme méthode Montessori, et elle n'a pas hésité à devoir recommencer souvent tout à zéro. Alors, elle a pensé d'une manière très intelligente, sûrement assez tôt, la formation
des éducatrices, c'est surtout des femmes au début, Montessori. Elle a formé autour d'elle un petit cercle de disciples, je ne sais pas si vous reprenez ce terme, Martine Gilsoul, pour faire en sorte que sa pensée soit bien respectée et que ses principes soient dispensés à des gens de la bonne manière pour que sa pédagogie essaime telle qu'elle l'a pensée. Oui, et ça a été un peu le défi de toute sa vie, c'est la formation des enseignants. Parce qu'elle n'avait pas confiance en beaucoup de ses collaboratrices. Donc, il y a toujours eu un petit noyau très fidèle, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont mortes jeunes. Et puis, dès que Maria Montessori sentait que quelqu'un avait, je pense par exemple à Hélène Loubienska de Lanval, qui a été une très proche collaboratrice pendant quelques années. Et puis, quand elle a senti que Hélène Loubienska de Lanval et son mari avaient vraiment compris l'essence de sa méthode et se permettait de proposer des nouveautés, alors là, ça devenait plus difficile. Et donc, il y a aussi beaucoup de ruptures dans la vie de Maria Montessori. Et donc, pour revenir à la question donc de la formation, c'est clair qu'elle ça a toujours été le défi de sa vie et elle n'a pas délégué en fait la formation. Donc, il y avait ces cours internationaux où elle se déplaçait, et on a eu des cours internationaux aux États-Unis, en Inde, dans plusieurs pays en Europe, qui duraient plusieurs mois, mais c'est elle qui les tenait au début presque exclusivement, et puis petit à petit, elle va donner quelques matières à des collaboratrices en qui elle a vraiment confiance. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Maria Montessori a la volonté chevillée au corps, volonté que ces écoles fonctionnent dans plusieurs pays du monde, mais aussi dans son propre pays, l'Italie. Suivons ces enfants heureux qui trottinent dans l'escalier menant à la maison des enfants, attenant à l'école Montessori, pour suivre l'apprentissage d'enseignantes bienveillantes. Dans des salles lumineuses, les petits de 3 à 5 ans étudient et travaillent en liberté selon la méthode du docteur Montessori. Ils s'instruisent et se divertissent, ils éveillent leur capacité d'attention, entraînent leur mémoire. Ils reçoivent une instruction essentiellement pratique. Les résultats démontrent l'efficacité de la méthode. Des enfants de 3 ans seulement dressent la table, servent leurs camarades avec précision et élégance. Et voici comment ils apprennent à devenir des piétomodèles, respectueux du code de la route, sous la direction d'un agent de police miniature. France Culture, Avoir raison avec Maria Montessori, par Louise Touret. Et nous avons retrouvé une archive des actualités italiennes. La date n'a pas été choisie au hasard, c'est 1935. Alors Maria Montessori a cherché à maintenir ces écoles en activité pendant la période mussolinienne. Il faut dire que il y a eu tout un tas d'évolutions et vous le racontez dans le livre, mais on peut dire qu'elle s'est accroché quand même. Il y a des lettres de son fils écrites à Benito Mussolini pour que les écoles continuent à exister. Martine Gilsoul. Alors 1935, c'est un peu les derniers mois parce qu'après le régime fasciste va fermer les écoles en 1936. Mais c'est clair que pour Maria Montessori, on voit dans sa patrie que ces écoles ne se développait pas comme c'était le cas dans d'autres pays. Ça a toujours été un peu, ça lui a fait mal au cœur, on va dire, parce qu'en 1914, il faut revenir à cette date, il y a eu un décret royal qui interdisait l'enseignement de l'écriture, de l'arithmétique et de la lecture à l'école maternelle, ce qui était le cas dans les écoles Montessori. Mais Maria Montessori n'avait pas choisi de faire ça pour être meilleure que les autres, mais elle avait juste vu que les enfants ont une faim mentale et que pour eux, qu'ils ont besoin. Donc elle parle d'un instinct du travail, donc que l'enfant a besoin de travailler et que cette nourriture, que c'était vraiment lui offrir la nourriture qui convenait à son intelligence. Et donc c'est pour ça qu'on est arrivé à avoir des enfants de 4 ans qui savent lire ou écrire avec le matériel Montessori. Et donc, elle espère, avec la montée, avec la venue au pouvoir de Mussolini, que les choses vont pouvoir changer. Et Mussolini, qui était un fin stratège, il connaissait la réputation mondiale de Maria Montessori. Il a compris que ça pouvait vraiment être un bon point pour lui. Donc, il a fait beaucoup de promesses à Maria Montessori. Elle y a cru. Mais finalement, c'est resté un peu des beaux
des beaux mots qui ne se sont pas traduits concrètement. Donc on lui avait promis beaucoup de moyens. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles qui se sont ouvertes. Il y a même eu cette école de formation des enseignantes. Maria Montessori avait fait tout un programme qui, selon elle, correspondait à ce qu'elle voulait qui soit transmis aux futures enseignantes. Mais après, le régime, donc il fallait un cours de culture fasciste, il fallait plein de choses avec lesquelles elle n'était pas d'accord. Et donc, elle va se rendre compte très rapidement qu'en fait, Mussolini l'a eu, en fait. Donc, c'est vrai qu'elle y a cru, elle s'est accrochée. Mais quand elle a vu que la liberté se rétrécissait, donc elle était suivie par les services secrets du régime fasciste, elle a compris que, en fait, c'était pas possible. Et donc, dès 1934, elle n'a jamais vraiment habité en Italie. Elle était en Espagne. Donc, oui, c'est ça. Son domicile, en tout cas à partir de 1914, se trouve en Espagne, mais elle avait fait plusieurs longs séjours en Italie en espérant pouvoir vraiment reprendre ses activités, mais en fait, ça n'a jamais vraiment été le cas. Et ça reste une tâche, parce que c'est clair qu'on a des lettres où Maria Montessori fait l'éloge de Mussolini qui, pour nous, actuellement, sont un peu difficiles à comprendre. Et c'est pour ça qu'on devait en parler, évidemment, dans cet épisode. Ce qui va changer après la guerre, c'est pas du tout la grande réputation mondiale de Montessori, parce que ça, elle la conserve, mais elle va axer beaucoup son discours autour de l'éducation à la paix. Oui, et en fait, on se rend compte que c'est quand même un fil rouge, même s'il est moins connu, mais que dès la Première Guerre mondiale, en fait, Maria Montessori, grâce à l'expérience de cette américaine Mary Cromwell, qui a ouvert 4 écoles autour de Paris, où étaient accueillis les réfugiés, les enfants réfugiés belges ou du nord de la France, et elle a monté ces écoles Montessori pour accueillir ces enfants, et elle voit la transformation de ces enfants grâce au libre choix, grâce à un environnement à la mesure des enfants. Donc Maria Montessori visite ces écoles et on voit qu'elle commence à se rendre compte que sa méthode, ce n'est pas seulement, comme certains voudraient le croire, une méthode d'éducation, mais c'est vraiment un soutien à la vie. Elle dit l'éducation doit être une aide à la vie de l'enfant. Donc c'est soutenir le développement de l'enfant. Et ces enfants qui, avec la guerre, ont été traumatisés, peuvent trouver dans une école Montessori la manière de se guérir, parce qu'elle appellera aussi ces écoles des maisons de santé. Des endroits où les enfants sont amenés à apprendre à vivre ensemble, parce que c'est aussi ça, l'éducation à la paix, j'y reviens, qu'elle va défendre dans des conférences internationale, une idée qui ne semble pas très actuelle quand on la formule comme ça, et même quand on observe les systèmes éducatifs à travers le monde. Pour elle, ça doit servir aussi à ça, à l'école. Tout à fait. Elle considère ces écoles, donc les maisons des enfants, comme on les appelle, comme des petits sanctuaires où elle dit, en fait, les enfants ne sont pas amenés à vivre en compétition parce que vu qu'on a un seul exemplaire de chaque activité, les enfants ne sont pas en compétition parce que chacun fait le travail qui l'intéresse le plus, non? Et donc, ils apprennent à partager parce que s'il n'y a qu'un seul exemplaire, moi, je dois attendre qu'un autre enfant ait fini son travail avant de pouvoir le prendre. Et donc, c'est vraiment une éducation où le respect, la bienveillance sont vécues concrètement par les enfants. De ce fait, pourquoi un pédagogue comme John Dewey, qui s'est inscrit dans les mouvements d'éducation nouvelle, donc John Dewey est américain, dit que la pédagogie de Maria Montessori est trop individualiste, d'autres critiques venues de l'éducation nouvelle la disent trop verticale. Que répondait Montessori, que répondent les Montessoriens? Alors Maria Montessori a une réponse quand son fils... parce qu'elle a été très souvent attaquée quand même. Quand son fils voulait la défendre, elle disait à son fils « Ne me défendez pas, mais travaillez ». Parce que c'est notre manière de travailler avec les enfants qui est peut-être la plus belle des réponses. Mais je pense que souvent, c'est vrai, c'est toujours des critiques récurrentes, mais moi je pense que, j'inviterais les personnes qui critiquent Maria Montessori sans l'avoir lu ou sans avoir visité des écoles à prendre le temps d'observer les enfants qui vivent dans une école Montessori. Bien sûr, il y a de tout dans le monde Montessori, mais une bonne école Montessori, les enfants vivent ensemble. Et elle appelle ça une société par cohésion. Donc, pour elle, c'est vraiment un critère essentiel d'avoir des groupes hétérogènes. Donc, les enfants de 3 à 6 ans, comme ça, les plus grands peuvent aider les plus petits. Et parce qu'ils sont aussi, l'esprit d'un enfant de 3
à 4 ans est beaucoup plus proche que si moi je dois expliquer à un enfant de 3 ans comment faire une certaine chose. Non, donc les enfants sont vraiment les maîtres l'un de l'autre. Beaucoup de critiques se sont arrêtées aussi au matériel Montessori, non, qui serait un matériel artificiel. Et c'est vrai que c'est pas un matériel qu'on trouve dans la nature, non, elle a beaucoup insisté là-dessus, c'est un matériel scientifique. Elle a repris beaucoup d'activités des médecins Itard et Seguin, surtout pour la mathématique. Mais alors c'est vrai qu'on peut trouver que ce matériel n'est pas très naturel peut-être, mais on voit que ça répond à un besoin des enfants. Et c'est très intéressant de voir que les enfants, après un certain temps, ils ont le libre choix de l'activité, ils peuvent répéter leur activité autant de fois qu'ils le désirent. Et on voit qu'après un certain temps, cette activité ne les intéresse plus parce qu'elle a vraiment répondu à un besoin profond de l'enfant. Et donc oui, c'est des critiques qui perdurent, mais moi je n'y attache plus trop d'importance parce que j'ai vu de mes yeux que ça répond vraiment aux besoins des enfants. Dans L'Enfant et dans d'autres textes, Maria Montessori défend l'idée d'un développement naturel de l'enfant. Et je retiens cet adjectif que vous venez vous-même de prononcer, Martine Gilsoul. C'est très important dans sa pensée, l'idée de développement naturel. Tout à fait, parce qu'elle a vu, n'oublions pas que Maria Montessori a passé des jours et des jours à observer des enfants en Italie, en Europe, en Amérique, en Inde. Donc elle a vraiment pu voir que tous les enfants, plus ou moins au même moment, vivent les mêmes choses et ont les mêmes besoins. Et donc elle se rend compte qu'il y a vraiment ce qu'elle appelle des périodes sensibles. Et là, c'est un terme qu'elle reprend d'un biologien de Vries, un hollandais. Donc elle voit qu'à un certain moment, l'enfant est avide d'une certaine chose. Donc quand l'enfant n'est pas laissé, n'est pas abandonné à lui-même, mais il est vraiment confié à ces périodes sensibles et à ce maître intérieur. Parce qu'elle dit trop souvent, l'éducation traditionnelle ou les parents à la maison, quand on intervient trop souvent, on ne donne pas à l'enfant la possibilité de développer son potentiel, non ? Il a vraiment un grand potentiel en lui, mais si nous on intervient toujours, on vole l'expérience aux enfants, et ça vaut dès le plus jeune âge. Et pour terminer, Maria Montessori, c'est une femme sans frontières qui a vécu dans de nombreux pays. Elle a terminé sa vie aux Pays-Bas, elle a vécu 7 ans en Inde et fait de nombreux voyages aux États-Unis. Est-ce qu'elle se considérait comme une citoyenne du monde ? Oui, parce qu'elle avait dit d'ailleurs, elle avait écrit qu'elle voulait être enterrée là où elle mourrait. Donc elle se sentait italienne, bien entendu, mais elle était devenue vraiment citoyenne du monde parce qu'elle était accueillie partout. Et je pense que c'est surtout son séjour en Inde qui a été très important pour elle. Parce qu'elle a dit, ici, je me sens comprise comme nulle part ailleurs. Merci beaucoup Martine Gilsoul. Je rappelle le titre de la biographie que vous avez publiée chez Desclés de Brouwer, donc avec Charlotte Poussin, Maria Montessori, une vie au service de l'enfant. On a parlé du matériel Montessori, on a parlé de la pédagogie. Dans l'épisode 2, évidemment, on va s'intéresser à la mise en place très concrète de la pédagogie Montessori, aux aspects pratiques et aussi à son état d'esprit. Merci à l'équipe d'avoir raison avec Maria Montessori, Laura Dutèche-Pérez, Françoise Lefloc à la réalisation et Dalia à la prise de son.